Bienvenue dans l'émission des experts. Nous allons passer l'actualité de la semaine en revue avec deux invités et deux experts. Évidemment, ils feront des commentaires, on les écoutera tous les deux. Aujourd'hui, Romuald Lamorté, journaliste à l'RTBF notamment, bienvenue. Merci, bonjour. Et à vos côtés, Vanessa Lullier, journaliste à BX1. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et on entame immédiatement cette émission avec un premier sujet d'actualité, ces fameux travaux routiers organisés par la région flamande, sans coordination avec la région bruxelloise, prévenue pourtant bien à temps, apparemment, ça se discute, on en parlera. Largesse de la région flamande, merci à elle, le chantier démarré mardi matin a été suspendu 2 fins de journée complètes pour reprendre de plus belle jeudi matin. Reportage Lisa Saint-Guilain, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira. Depuis 6 heures ce matin, cette sortie d'autoroute est fermée à la circulation. Elle rouvrira entre 16h et 6h du matin jusqu'au jeudi. C'est le compromis trouvé hier lors d'une réunion interministérielle. Mais 2 jours, c'est trop peu selon le gouvernement bruxellois. Même une semaine est courte, 2 jours c'est vraiment hyper court. Alors 2 semaines auraient été évidemment encore mieux, mais c'est un équilibre qu'on cherche et on continue à mettre la pression sur la Flandre pour prendre le temps pour bien campagner parce que ce chantier aura un impact très grave et sur Bruxelles et sur la Flandre et sur les nafteurs ballons. Alors tout le monde est impliqué, alors bien gérer un tel chantier c'est crucial. Pour l'instant, Lydia Peters, ministre flamande de la mobilité, campe sur ses positions. Du côté des communes, c'est la consternation. C'est un peu un sentiment de mépris total de la part de la Flandre. C'est j'avance tête baissée, moi je fais mes travaux et démerdez-vous avec vos embouteillages. La commune d'Oderghem décide alors d'intenter une action en justice. On s'est rendu compte qu'il existait la loi du 9 août 1980 de réforme institutionnelle qui prévoit que lorsque l'on veut fermer ou rendre inutilisable une sortie ou une entrée du ring, eh bien, il faut avoir une concertation préalable à la fermeture dans la communauté métropolitaine. L'audience aura lieu demain matin devant le tribunal de première instance. Ce soir, une nouvelle réunion interministérielle est prévue. Alors, en termes d'action en justice, on en saura plus la semaine prochaine. En termes de réunion, pas beaucoup de choses ont bougé. Alors, Romuald Lamorté, comment vous analysez cette séquence pendant cette semaine de va-et-vient entre les régions? Et puis, de la faute, elle est à qui? Elle est à la région bruxelloise, qui n'aurait pas anticipé, à la région flamande, qui n'aurait pas communiqué. Quel est votre point de vue? 2 choses, ça traduit vraiment l'immaturité de notre système politique, où chacun se renvoie la balle, où personne n'assume. On dit toujours, on peut fonctionner dans une Belgique fédérale en bonne intelligence. Mais je remarque sur ce dossier, sur plein d'autres, on n'arrive pas à se parler. Alors je sais qu'on ne parle pas toujours la même langue, mais quand même. Et on n'arrive surtout pas à s'entendre et à travailler ensemble. Là, il y a 2 ministres, en tout cas, qui parlent la même langue, le néerlandais, en tout cas. Exactement. Mais donc, ils devraient pouvoir se comprendre. Et à un moment, quand on sait que des avertissements, du moins, ont été envoyés au mois de février, comme l'ont dit nos collègues de la Libre de la DH, même si les ministres wallons et bruxellois disent « oui, mais c'était pas assez clair » et autres. Bref, en février, ils ont reçu un courrier. Ils pouvaient donc, à un moment, s'adapter. Toutes ces personnes sont payées pour travailler ensemble et travailler mieux ensemble. Vanessa Lullier, qu'ajouter après ce point de vue déjà bien clair? Oui, non, mais c'est sûr qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a de toute façon un problème de communication, hein, quoi qu'il en soit. Vous savez, j'ai déjà vu cette petite phrase écrite « Le travail équipe est indispensable. En cas d'erreur, il permet d'accuser quelqu'un d'autre. » Je trouve qu'on est un petit peu dans cette dynamique-là pour le moment. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, passons à autre chose aussi quelque part. Maintenant, voilà, ça va être fermé pendant des mois, pendant plus de 6 mois. C'est fermé. C'est fermé, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et comment on va rediriger les automobilistes? On a vu jeudi, le premier jour, que ce n'a pas été le chaos escompté. Et on sait qu'il y a ce phénomène aussi d'évaporation des automobilistes et des voitures. On l'a vu au moment de la destruction, notamment du viaduc Creyers, où d'un seul coup, les voitures sont allées ailleurs, sont passées par d'autres chemins, sans pour autant que ça soit le chaos dans les rues. On dit la même chose quand on veut détruire le viaduc Herman de Brou. Alors, est-ce que ça ne va pas être la même chose pour le carrefour Léonard? À voir. Eh bien, on va voir ça assez rapidement grâce à nos 2 invités politiques, 2 invités bourgmestres de communes voisines et de partis partenaires au sein de la majorité à la région bruxelloise. L'un est saxophoniste et est passé du monde de la politique au monde des ONG avant de terminer sa carrière
au meilleur de sa forme, c'est-à-dire comme bourgmestre. L'autre a dû vivre longtemps dans l'ombre de son bourgmestre, de son bourgmestre même, dirais-je, avant de prendre sa place comme bourgmestre qu'il et elle entrent. On accueille donc Sophie De Vos, bourgmestre d'Oderghem, Défi, bienvenue à vous, et Olivier Deleuze, bourgmestre de Watermal-Boisfort, écolo, bienvenue aussi. Alors, on va commencer par vous, Sophie De Vos, parce que vous êtes celle qui a porté l'action en justice. Vous êtes une des communes touchées par ces travaux. Vous, comment vous avez vécu cette semaine? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans le bon en faisant cette action en justice? Est-ce que vous croyez que vous allez obtenir quelque chose la semaine prochaine? En tout cas, j'ai l'impression que ça a fait bouger les choses, parce qu'il faut quand même bien se rappeler que la région flamande a appris l'existence des problèmes aux parois des tunnels début février. Alors, n'a-t-elle pas prévenu la région bruxelloise? Je n'en sais rien personnellement. Moi, je n'ai pas été prévenue à ce moment-là. Mais il faut savoir que la première réunion entre les ministres a lieu lundi de cette semaine, après que Oderghem ait intenté une action en justice. Donc on a l'impression que ça a quand même enfin fait bouger les choses. Comme par hasard. Alors je n'en saurais jamais rien, mais effectivement, enfin ça se parle, enfin il y a des réunions pour essayer d'organiser les choses, pour diminuer les nuisances, etc. Alors, Olivier Deleuze, on a beaucoup dit, après les élections, les écolos vont prendre tous les postes de mobilité à tous les niveaux, ce qui est vrai dans les communes bruxelloises, à la région, au fédéral, en Wallonie. Bon, en Flandre, ce n'est pas le cas. C'est là où le bas blesse, ça manque de collaboration avec la ministre flamande? Oh, clairement, ça manque de coopération avec la ministre flamande, oui. C'est un tunnel qui se trouve en Flandre et tout d'un coup, ils font des travaux et ils empêchent les gens de bouger. Oui, c'est vraiment un grand problème, parce que dans nos communes, et merci bien d'avoir intenté votre action en justice, parce que dans nos communes, ça veut dire plus de trafic de transit dans les quartiers résidentiels et c'est très mauvais, c'est très mauvais. Alors quand même, vendredi, Bruxelles Mobilité a reconnu qu'il y avait eu des échanges de courriers et des réunions techniques entre techniciens. Est-ce que là, il n'y a pas un problème du côté du gouvernement bruxellois, Olivier Deleuze, et de la ministre Van den Brand, la ministre Groen, de ne pas avoir réagi plus rapidement? On a l'impression qu'il y a eu un temps de latence très très long. Il y a un lieu officiel institué par la loi de concertation pour les chantiers, la commission de concertation des chantiers, et c'est là où la Flandre a la responsabilité d'apporter officiellement le dossier avec des mesures correctrices. Elle l'a fait le 29 mars. Avant ça, c'est des discussions, etc. Mais les discussions, c'est très bien, tout le monde parle avec tout le monde, mais il y a un système ici. Et quand c'est le chaos, il faut voir qui a mis en œuvre la loi. Elle a été mise en œuvre par la Flandre le 29 mars. C'est de la dinguerie parce que les travaux commencent le 16 avril. Oui, mais entre le 29 mars et le 15 avril, première date de réunion entre les ministres, il y a quand même du temps. Il y a quand même du temps, mais il faut quand même voir qui commence ces travaux, dans quelle région et avec quelle préparation. Alors vous êtes tous les deux dans la majorité de la région, donc je suppose que Sophie De Vos va tenir le même discours que vous en disant c'est la faute à la région flamande et la région bruxelloise n'a rien à se reprocher. Alors ce que je peux vous assurer, c'est qu'effectivement c'est le 29 mars, parce que mon échevin de la mobilité s'était arrangé pour se faire inviter, parce que depuis la veille 18 mars, on était dans un chaos pas possible, et ça c'était essentiellement... Oui, 28 mars, pardon. C'était essentiellement lié au trafic de transit qui tournait à droite vers l'avenue de Tervuren. Et donc, il m'a dit, on est tombé de notre chaise, nous, ainsi que Bruxelles Mobilité, quand on a appris le 29 mars que la fermeture donc, du tourne à droite d'Oderghem vers Waterloo allait avoir lieu. Initialement, c'était le 22 avril. Et puis, ils ont encore avancé au 16 avril. Vanessa Lullier. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, qu'est-ce qu'il en est de la seconde étape, à savoir la fermeture en venant de Waterloo jusqu'à Boisfort, Oderghem, enfin en tout cas Bruxelles, qui sera fermée donc au mois de juin? Les mesures qui n'ont pas été anticipées maintenant,
J'espère qu'elles le seront, enfin dans les jours qui viennent, parce qu'au fond, le problème est chaque fois identique, à savoir à partir du moment où vous bouchez une possibilité ou d'entrée ou de sortie, les voitures vont aller ailleurs. Et il y a des propositions qui ont été faites, que l'avenue de Tervuren, le morceau situé en Flandre, qu'on passe de une bande à 2 bandes, qu'on encourage les voitures à, par exemple, aller jusqu'à la Nationale 25 vers Nivelles et à faire le tour de Nivelles, de bien voir les feux rouges et la longueur des feux rouges des voitures qui rentrent et sortent dans Bruxelles. Moi, je n'ai pas encore vu une seule réponse à ça. Moi non plus. On a aussi demandé que le chantier... Ça, c'est des demandes que vous avez faites à qui, Sophie De Vos? Eh bien, à l'agentschap Werken en Wegen. Donc au Bruxelles Mobilité flamand. Exactement, exactement. On demande également, par exemple, que ce chantier ait lieu 7 jours sur 7, parce que pour le moment, il y a encore une suspension pendant le week-end pour le diminuer, parce qu'on est parti pour des mois. Alors effectivement, ce n'était pas le chaos annoncé hier, mais je pense que pas encore. Parce que au moment où on enregistre l'émission, on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Par exemple. À fait. Moi, je voudrais juste revenir sur la réunion que vous avez eue. Vous avez eu une réunion, vous, avec Bruxelles Mobilité, l'administration flamande, les ministres. Comment ça s'est passé, cette réunion? Tout le monde avait l'air sur la même longueur d'onde? Donc c'était cette fameuse réunion du vendredi dans un cabanon de chantier. Donc eux, ils ont appelé ça une réunion de concertation. En fait, on a reçu une information. On était sagement assis comme dans une classe avec une présentation qui nous a été faite pendant 1 heure. Il y avait effectivement plusieurs bourgmestres, dont mon cher collègue, des bourgmestres des communes néerlandophones également. Il y avait un représentant du cabinet Van den Brandt et il y avait Bruxelles Mobilité et bien sûr l'équivalent néerlandophone. Il n'y avait personne du cabinet Peters. Moi, j'appelle pas ça une concertation. Et justement, est-ce que vous avez des discussions avec les communes néerlandophones, Olivier Deleuze? Est-ce que vous partagez? Parce qu'eux aussi doivent se retrouver fort gênés par ces travaux. Non, on a des discussions entre communes bruxelloises. On a des discussions entre communes bruxelloises avec comme sujet principal de préoccupation comment est-ce qu'on va empêcher toutes ces automobiles de traverser les quartiers résidentiels, et la réponse n'est pas évidente. Et l'idée de Boris Diliès, le bourgmestre d'Uccle, d'essayer d'aménager le bois de la Campe différemment pour proposer là un peu de fluidifier la circulation. Oui, alors c'était refusé par la région, mais qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Deleuze? Je respecte les opinions de Boris Diliès, mais je pense que la place des voitures n'est pas dans un parc, en fait. Même si c'est pour trouver une solution pour mieux circuler? Je ne pense pas que ça trouve une solution. Vous voulez dire que c'est opportuniste, alors, du coup, c'est ça? Bien joué, Boris, je dirais. Sophie De Vos, vous, votre avis? Ce que j'ai compris, c'est qu'il souhaitait une réouverture partielle, pas complète, et donc effectivement... Et temporaire aussi. Et temporaire, donc effectivement, si ça pouvait permettre de fluidifier le trafic, parce que c'est la pire opportunité, c'est de partir par là, ça pourrait dégager nos quartiers. Bon, voilà, après, je ne suis pas experte en mobilité, ça doit s'étudier au niveau global Bruxelles. Vous préparez la future majorité à Uccle, où il y aura des filles et peut-être plus écolo. Romuald Lamorté, encore une question sur cette problématique-là à nos deux invités? Il y a beaucoup le côté protocolaire, on parle qu'il faut se réunir dans les organes de concertation et autres, mais pour connaître un peu la réalité flamande, on en parle depuis des mois de ce chantier. Donc je ne comprends pas à un moment qu'on ne prenne pas aussi l'initiative en tant que francophone de se dire « Coucou nos amis flamands, est-ce que vous n'allez pas venir faire quelque chose et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les choses se passent bien ?» Ce chantier, il n'est pas nouveau non plus. Moi j'habite à Crénem, j'en entends parler depuis des mois par l'organisme. Non, mais ce qui est nouveau, ce sont les découvertes aux parois du tunnel. Donc effectivement, ce chantier a lieu depuis avril 2023, mais il posait absolument aucun problème parce que les travaux étaient pratiquement tous réalisés de nuit et on était prévenus, etc. Puis ils sont tombés sur des histoires, à réparer rapidement sur les parois. Ça arrive dans tous les chantiers, mais ils ont découvert ça début février. C'est ça le problème, c'est que ça engendre des travaux supplémentaires et des fermetures supplémentaires. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une réunion, il faut la solliciter également. Il ne faut pas donc que les Flamands fassent un effort. Il y a aussi un autre c'est ce que lieu. j'ai essayé de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le 29 mars. Donc vous l'avez fait, Olivier Deleuze parlait de cette réunion de concertation sur les chantiers. Il y a aussi un autre lieu, c'est le lieu où se trouve le fédéral, les régions, les entités fédérées. Et là, c'est toujours pas à l'ordre du jour de cette réunion-là, de ce comité de concertation-là. Ça veut dire que c'est pas tellement pris au sérieux.
Ça veut dire en tout cas qu'en Belgique, il y a un problème parce qu'il n'y a pas une autorité centrale qui peut décider, qui peut siffler. Vous voulez tout refédéraliser ? Pas tout, mais je crois que quelqu'un qui siffle la fin de la récréation, il doit pouvoir en avoir les moyens. On l'a fait du temps du Covid, dans une situation de crise, le plan fédéral. Oui. Je crois que avoir des niveaux de pouvoir qui n'ont aucune autorité l'un sur l'autre, au fond, ça va vers l'éclatement du pays. Il n'y a pas une autorité qui peut dire « Allez, c'est terminé maintenant ». Maturité, vous le disiez au début de l'émission. Peut-être qu'on peut ressusciter alors Bruxelles métropolitaine, c'est pas ça que vous voudriez, ça pourrait être bien, ou en agent de liaison après. Alors je crois que Bruxelles métropolitaine est une institution faiblarde qui n'a jamais fonctionné. C'est une coquille vide. Oui, c'est une coquille vide. J'ai observé pendant la crise du Covid qu'à un certain moment, il est possible dans ce pays qu'il y ait quelqu'un qui décide pour tout le monde, d'une certaine manière, en caricaturant à peine. Donc c'était le fédéral, hein. Et c'était évidemment le fédéral. Et donc là, on est dans une situation où les gens n'ont aucune autorité l'un sur l'autre. Et donc, c'est le chaos, en fait. Mais effectivement, si cette communauté métropolitaine existait, bien ce genre de problème se réglerait automatiquement. On ne serait pas dans cette espèce de feuilleton ridicule. Alors, autre problématique de la semaine, c'est ce gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui passe en affaires courantes suite au vote dans la nuit de mardi à mercredi d'un nouveau décret paysage en commission, voté par PS et Écolo, associé au PTB. Reportage mercredi après-midi au Parlement de la Fédération, justement, Jean-Christophe Pezès et Loïc Bourlard. L'homme politique, c'est clair qu'aujourd'hui, il est déçu, il est fâché. Ambiance glaciale au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles cet après-midi. Comme en témoigne cette réponse expéditive de la ministre de l'Enseignement supérieur à une question d'un parlementaire socialiste. On n'interroge pas un ministre sur ses intentions, encore moins quand 12 heures avant à peine, on vient de le mettre en affaire courante. Je vous remercie. Le vote en commission de la proposition de décret paysage amendé par le PS et Écolo, avec le soutien du PTB, ne passe décidément pas au MR. Pour lui, la rupture est consommée. Il y a une rupture de confiance totale, donc moi j'ai le sens des responsabilités. Le Parlement aura des textes à examiner, mais c'est clair qu'au niveau politique, vous savez, quand vous êtes trompé, vous avez quand même beaucoup de méfiance que ça ne se reproduise pas. Le gouvernement s'est bien réuni ce matin, mais tous les points ont été reportés. La réunion a tourné court. Je pense que le MR est dans l'état d'esprit ce matin. Ça peut peut-être encore évoluer, mais ce matin, de ne plus gérer ce gouvernement, de ne plus gérer que les affaires courantes, je serais tenté de dire. Cela étant dit, en tant que ministre, je suis toujours actif et je suis toujours à disposition, évidemment, du Parlement. Il reste pourtant des dossiers sur la table, mais difficile à l'heure qu'il est de prédire le sort qui leur sera réservé. J'entends évidemment ce qui se passe dans les médias aujourd'hui. Le gouvernement, ce matin en tout cas, s'est réuni, a acté qu'il y avait potentiellement des textes sur lesquels un chemin était possible et qu'il fallait explorer la voie, que ce soit au gouvernement ou via le Parlement. C'est ce qui est en train de se faire actuellement. Et le vote prévu en séance plénière la semaine prochaine n'est certainement pas de nature à apaiser les tensions. Alors, Olivier Deleuze, avec votre expérience, avec votre vision un peu extérieure, même si vous êtes écolo, quelle est votre vision de ce qui s'est passé à la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce gouvernement est en affaires courantes, comme dit le MR, ou bien ce gouvernement continue ses affaires, comme disent PS et Écolo ? Ça, on va voir, parce qu'effectivement, il y a encore des textes qui doivent être votés, et donc on va voir si ces textes vont être votés. D'un point de vue des communes, il y a quelque chose que j'aime bien, je dois dire, dans le texte qui a été voté, c'est de donner aux étudiants plus de temps pour se réorienter vers les hautes écoles, par exemple, parce que nous, on manque de puériculteurs ou puéricultrices, d'assistants sociaux, d'instituteurs, d'infirmiers ou d'infirmières, et si ce qui a été voté nous permet d'avoir plus de candidats aux jobs qu'on lance et pour lesquels on a peu de monde, bon, ça ce serait déjà une bonne chose. S'il fallait 60 crédits au lieu de 45, ça permettrait aussi de se réorienter plus rapidement vers ces métiers intéressants dont vous parlez. Oui, mais le faire aussi en 2 ans plutôt que 1, c'est aussi quelque chose qui nous aiderait en tout cas. Mais je vais revenir quand même sur la question centrale. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez été au gouvernement fédéral, vous connaissez ça,
Comment ça fonctionne quand il y a deux partis qui doivent quand même utiliser une majorité alternative pour faire passer un texte et que leur partenaire n'en veut pas? Ça peut arriver dans une commune aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin d'une majorité? Alors, pas nécessairement, parce que n'oublions pas, dans notre métier, il y a aussi les rapports humains qui sont importants. Et on néglige ça. Enfin, on passe ça sous silence. Et donc là, il va falloir un peu de temps pour voir si les animaux humains vont de nouveau parvenir à se parler et à se dire, bon, allez... passons au-dessus, c'est ça que ça veut passons au-dessus. Il va leur falloir un petit temps pour passer au-dessus, mais peut-être qu'ils passeront au-dessus. Sophie Devos, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette... Et puis, que vont faire les parlementaires défis lors du vote en plénière aussi? Moi, je trouve que c'est un fiasco complet, tant sur le fond que d'un point de vue politique. Ce décret, il n'était peut-être pas parfait. Peut-être qu'il fallait l'aménager et suivre l'avis des experts, que sont quand même les recteurs d'université. Mais enfin, il était quand même là pour diminuer le taux d'échec du décret Marcourt, taux d'échec qui dépasse les 60%, qui est absolument insupportable. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, je pense, qui vont être les victimes de ce revirement de situation. C'est une catastrophe aussi pour les institutions, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue informatique. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent à s'organiser pour mettre en place ce nouveau décret. Et boum, là, ils vont devoir tout changer avant la rentrée. Puis, d'un point de vue politique, pardon, mais on a quelques semaines des élections et on fait passer le signe que oui, même si tout le monde dit le contraire, mais non, oui, le vote PTB est utile puisqu'il peut faire changer les choses. Et pour les électeurs, désolé Olivier, écolo et PS, ça montre bien que en fait, c'est un vote qui cherche à obtenir la sympathie des étudiants. C'est un vote électoraliste. À la dernière minute, ça les fait passer pour des girouettes. Je trouve que ça donne vraiment pas une très bonne image de la politique. Donc, d'après ce que je comprends, les élus défis ne voteront pas ce nouveau décret. Alors, il n'y en a pas énormément à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est un autre débat, oui. Romuald Lamorté. Je rebondis sur plusieurs choses et je pense que comme beaucoup de concitoyens, je suis choqué. Parce que choqué, c'est un gouvernement dont on parle en affaires courantes, on dit on ne va plus travailler sur un sujet parce qu'on a été trompé. Mais enfin, un gouvernement, c'est un mariage de raison, un mariage politique. On ne parle pas d'amour passionnel entre ces 3 parties-là. Donc ces gens doivent continuer à bosser, point final, et à voter les textes. Si vous faites la comparaison avec un couple, ça se discute. C'est un mariage de raison et pas un mariage d'amour. Donc pour moi, il faut continuer à bosser. Et c'est vrai qu'il y a 2 éléments dans ce débat. Il y en a un, clairement, c'est de l'électoralisme, parce que tout d'un coup, en 2024, on a découvert les examens. Je ne savais pas qu'il n'y a qu'en 2024 qu'on a des examens. On pouvait peut-être s'inquiéter avant et demander les chiffres avant. On sait très bien parler aux journalistes. Et si on est un député, eh bien, on peut aussi aller demander les chiffres aux institutions. Donc je trouve qu'on sait clairement l'échéance des élections a joué un rôle. Il ne faut pas le nier. Ceux qui disent le contraire, je pense, ne sont pas honnêtes. Et deuxième chose, on ressort pas grandi de la politique. Je suis d'accord avec madame, quand vous voyez ce qu'a fait l'EMR avec de la flibuste parlementaire dans le Parlement, au final, c'est les engagés dans l'opposition qui étaient parfois les plus constructifs, les uns et les autres, les invectifs. Vous êtes un citoyen. Déjà, vous n'avez pas très envie de regarder ce qui se passe dans les parlements parce que c'est long et c'est fastidieux. Eh bien, vous n'avez plus envie du tout. Et donc, on ressort de cette Regardez séquence. Les experts, il faut peut-être regarder les experts. Oui. On sort d'un certain marasme et ça... Je ne pense pas qu'on a vraiment complètement un texte que vous avez vous-même voté. Vous changez le système, il y a de l'incertitude et à un moment, il aurait peut-être fallu écouter les recteurs avant. Je sais que la proposition est différente. Changer un texte qu'on a voté, en soi, c'est pas un problème, parce que les textes sont là pour être changés. Donc on peut à tort, oui, je suis d'accord, mais à tort ou à raison, on peut constater qu'un texte est perfectible. Tout à fait. Vous avez raison, on peut changer d'avis. On a vu sur l'abattage, par exemple, ah ben non, tiens, justement là-dessus, on a dit qu'il valait mieux pas voter. Mais je dis, mais vous avez raison, sinon sur le principe, mais peut-être qu'il aurait fallu écouter les experts à ce moment-là, prendre du temps pour écouter les experts. Vanessa Lullier, je vous laisse la conclusion sur cette thématique. Oui, mais c'est vrai que c'est assez... C'était un peu à qui parle le plus fort. On aurait peut-être dû, effectivement... Au début, on a eu des recteurs qui disaient oui, il faut changer. Puis maintenant, après, on a des recteurs qui disent bah non, surtout, faut pas. Enfin, les 45 crédits, ça va pas. On a écouté la FEF. Alors, il y avait une question, je pense, ça devait être dans le soir, il y a quelques jours, c'est la FEF est-elle trop puissante? C'est peut-être quelque chose. Elle n'a pas d'opposition. Par le PTB. Et puis, il y a aussi cette question de Comac. C'est beaucoup de choses qui sont mélangées. Et effectivement, les élections n'aident pas à pacifier les choses. Ça, c'est sûr.
On va passer aux têtes d'affiche. À ce moment-ci de l'émission, je vous propose à tous les deux des têtes d'affiche, des personnalités qui ont fait l'actualité, les stars de la semaine. Vous aurez chacune le choix entre 4 personnes. À vous d'en choisir une pour en commenter l'action. On commence par vous, Sophie Devos. Je vous propose Anne-Laure Moulignot, la porte-parole francophone de la NVA, candidate aux élections. Didier Lambert, le recteur ad intérim de l'UC Louvain, avant que l'on désigne la remplaçante de Vincent Blondel. Stormy Daniels, la pornostar qui contraint Trump à un procès pénal. Et là, c'est Maggie de Bloch qui arrête sa carrière politique. Qui choisissez-vous? Anne-Laure, Didier, Stormy ou Maggie? Anne-Laure. Pardon? Anne-Laure. Oui, et qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bon courage. Pour représenter la NVA? Oui. Vous croyez que c'est une erreur de la NVA de se présenter en Wallonie, ou plutôt ça va affaiblir Je ne voudrais maire? pas être à la place de cette personne. J'aurais un petit peu du mal à me regarder dans la glace. Ils vont gagner de l'argent. Hein. Voilà. La NVA, oui. La NVA, oui. On passe à vous, Olivier Deleuze. Je vous propose tout d'abord Philippe Poutou, candidat aux élections européennes en Belgique. Éléonore, princesse, qui vient de fêter ses 16 ans. Mohamed Nazir, le conseiller communal PS qui valait 2 milliards, en tout cas c'est ce qu'il réclame après avoir invité un imam à la tribune du Parlement, ou Torgan Hazard, le joueur anderlechtois blessé pour de longs mois. Olivier Deleuze, qui choisissez-vous? Philippe, Éléonore, Mohamed ou Torgan? Alors, Torgan Hazard, le pauvre... Alors, je vais vous dire, c'est pas nécessairement que je souhaite que Anderlecht rebatte l'Union une deuxième fois d'affilée, mais il faut que ce soit avec tout le monde sur le terrain, aussi bien Burgess que Hazard. Et donc, il faut vaincre avec péril, je trouve. Très bien. 5 infos qui vous ont ravi ou énervé, tous les deux, vous allez me dire. L'incident au BIF, où une association militante a trouvé que le public était homophobe. On est à J-100 avant les Jeux Olympiques à Paris, chez nos voisins. Parcours d'artistes un peu partout en région bruxelloise, ce soit Saint-Gilles, la Molenbeek, etc. La visite d'État des Luxembourgeois à Bruxelles, ou enfin la promesse honnête iranienne, l'attaque du week-end dernier contre Israël, avec 300 drones et missiles iraniens. Que choisissez-vous de commenter, Olivier Deleuze? Parcours d'artistes partout. Moi aussi. Ah non, c'est d'abord Olivier Deleuze. Mais vous pouvez le commenter aussi. Non, J'en ai un qui commence cet après-midi. Allez, alors on va laisser la parole à Sophie Devos pour le parcours d'artiste. Et donc ce samedi, on a un parcours d'artiste qui commence à Oudergem, fin d'après-midi, rendez-vous à Arvouche-Cloître. Oui, et ça dure combien de temps? Ça dure pendant plusieurs semaines parce que c'est de l'art contemporain en plein air. Très bien. Alors Désolée. Olivier Deleuze, vous allez devoir choisir un autre sujet. Non, mais j'allais dire, allez voir le parcours d'artiste à Oudergem. Non, mais sans blague, parce que moi... Non, c'est pas de la galanterie. La culture... Ça a une importance fondamentale dans nos sociétés démocratiques. Ce n'est pas les textes qui sont importants, parce que l'Union soviétique, elle avait une constitution absolument magnifique. C'est la culture collective et le respect de l'autre. Et le BIF, c'est de la culture aussi. La culture Oui, non, mais le BIF, ça c'est de la polémique, et la polémique, j'en ai marre. Et donc, le parcours d'artistes partout, c'est bien. Pourtant, de la polémique, on va en parler dans un instant. Est-ce que vous vouliez faire un commentaire sur l'une ou l'autre personne qu'on a mis en avant, ou l'une ou l'autre info? Je m'adresse aux experts. Maggie de Bloch qui arrête la politique, c'est quand même une phase, c'est quand même une histoire qui s'en va avec elle. C'était quand même une figure qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Maggie de Bloch, elle était là, elle a été fort critiquée lorsqu'il y a eu le Covid, puis elle a été remplacée par un gouvernement plein exercice de Frank van den Broek. Et c'est une personnalité qui a été majeure à un moment à l'Open VLD, lorsqu'il y a eu la crise migratoire sous les précédents gouvernements. C'est quelqu'un qui a marqué son temps et qui fera date quand même. Elle était critiquée parce qu'elle prend finalement un peu sa pension bien avant 67 ans. Voilà. Ça, peu importe. C'est grave, hein? C'est pas grave. Voilà. Alors, je voudrais quand même vous demander à tous les deux, on va un peu parler élections rapidement. Olivier Deleuze, vous êtes abonné à la dernière place sur les listes, à la fois le 9 juin et le 13 octobre, c'est juste? C'est le signe d'une fin de carrière. Oui. Donc effectivement, je serai à dernière place de la liste régionale écolo. Donc à la 72e. À la 72e. Oui. Et ensuite à la 29e sur la liste communale écolo. C'est ça. Donc, ça veut dire effectivement une fin de carrière, vous aurez le temps pour faire d'autres choses. Absolument, que je fais déjà. Très bien. Et vous, Sophie Devos, quelles sont vos places? Alors moi, c'est la dernière et la première. Voilà, donc la dernière... Au fédéral. Donc à la Chambre. À la Chambre des représentants.
et au communal. Et qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu à la Chambre? Alors, vous faites plus de voix, par totalement exemple? inéligible à cette place-là. Et Vous en êtes vraiment sûr? je suis vraiment là pour soutenir mon parti. Le calendrier électoral est inédit cette année et je pense que tous les partis politiques le font, mettent toutes leurs forces dans le même bateau, élection par élection. Donc je suis là pour soutenir mon parti au fédéral. Et bien sûr, mon objectif, c'est Auderghem au mois d'octobre. Finalement, ça aurait pu être Olivier Minguin qui aurait pu être dernier de cette liste. Oui, ça aurait pu, mais ce n'est pas. Ce n'est pas, exactement. Changeons de sujet. Et parlons d'aménagement du territoire communal avec ces inaugurations qui viennent fort à propos à quelques mois des élections communales, souvent, comme par exemple cette extension du piétonnier du centre de Bruxelles. On a coupé le ruban au boulevard Adolphe Max, reportage, Mel Fontaine, Loïc Bourlard et Hugo Moriamé. Installés depuis plus de 20 ans, Gianni et sa sandwicherie ont vu le boulevard Adolphe Max se transformer au fil des années. Maintenant sans voiture et sans place de stationnement, le restaurateur se réjouit de la transformation de cette artère du centre-ville. C'est beaucoup mieux qu'avant parce qu'avant on avait beaucoup de voitures qui gênaient notre magasin. On ne voyait même pas notre vitrine parce qu'il y avait tellement de parkings, il n'y avait pas beaucoup de zones vertes que maintenant. Mais c'est avec plus de réserve que Thomas attend de voir l'impact sur sa clientèle. Là, c'est encore un peu tôt pour le dire parce que les travaux se terminent à peine et les plantes ont été placées la semaine dernière, balançoire, tout le truc, c'est plutôt sympa, mais c'est tout frais, donc on va voir avec le temps. Les changements sont radicaux. Entre la place de Brouckère et la place Rogier, c'est un boulevard de plein pied avec des trottoirs plus grands pour faciliter l'accessibilité à tous. La circulation et le stationnement ne sont donc plus autorisés sur cet axe. On a vraiment voulu faire revivre le boulevard et le repenser aussi dans l'esprit du piétonnier. Sans que ce soit un piétonnier, on l'a rendu beaucoup plus agréable à l'utilisation en réduisant la place que prennent les voitures, aussi bien en stationnement que sur la rue, et en rendant la place aux Bruxellois qui sont à pied ou en vélo. Les Bruxellois peuvent maintenant arpenter les nouveaux pavés du boulevard, mais pas n'importe lesquels. Ils sont faits d'une pierre un peu spéciale, la pierre bleue. Tout droit sorti des carrières du Hainaut, cette transformation met en avant l'artisanat régional. C'est une sorte de fierté quand même de venir représenter notre pierre bleue de Soigny sur Bruxelles. Elle a 40 km de Bruxelles, et donc on ne peut pas trouver plus court. Des pierres que l'on pourra retrouver sur les 56 000 m² de ce nouveau piétonnier. Alors, grâce aux documentalistes de la DH, on a pu retrouver une photo exclusive de ce qui s'est passé pendant cette inauguration. Je vous propose de la voir et d'essayer de reconnaître qui est cette personne qui joue du saxophone habillée en Dalton. Olivier Deleuze, une idée? C'est moi. Ah, voilà. Effectivement, c'est vous, mais qu'est-ce que vous faisiez là? C'est pas votre commune, quand même. C'est pas ma commune, mais donc mon hobby, c'est de faire de la musique. Et donc, je joue dans un petit groupe. Déguisé, et ce groupe avait été invité à inaugurer le piétonnier, donc j'ai été faire de la musique. Bon, Sophie Devos, ça vous donne pas des idées, ça aussi, d'aller participer aux inaugurations des autres? Moi, je joue au piano, donc voilà, si jamais il manque d'un musicien, voilà, c'est une prochaine inauguration. Mais alors, reprenons sur le sujet en tant que tel. On va commencer peut-être par vous, Sophie Devos. L'aménagement de ces lieux, des piétonniers ou d'autres, des places qu'on change un peu, qu'on déminéralise ou pas. Ça se fait quand même de plus en plus. Est-ce qu'il y a encore des projets pour les 6 ans à venir sur Auderghem, à part peut-être ce grand boulevard urbain à la place d'un viaduc? Est-ce qu'il y a d'autres idées prévues? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs projets qui sont dans les cartons, qui sont plus ou moins bien avancés. Donc effectivement, de déminéralisation, élargissement des trottoirs, d'aménager certains lieux qui sont plus des mers d'asphalte en lieux beaucoup plus conviviaux, avec des trottoirs élargis, plus de plantations, etc. Mais ce n'est pas toujours évident à obtenir les permis par contre. Ça, pourquoi? Écoutez, c'est de plus en plus complexe, compliqué, ça prend de plus en plus de temps. Il n'est pas rare qu'on mette 5 ans à obtenir un permis. Alors je lisais que par rapport à Adolphe Max, il y avait une très bonne collaboration entre la ville et la région pour l'obtention du permis. Moi, j'aimerais bien avoir une aussi bonne collaboration à Auderghem parce qu'effectivement, j'ai souvent l'impression que l'administration régionale nous met des bâtons dans les roues. Ça prend combien de temps? Ça peut aller jusqu'à 5 ans d'avoir un permis. Même quand on rentre des permis qui sont, des projets qui sont
picobello d'un point de vue réglementaire, évidemment, on n'est pas fou. Mais qu'est-ce que vous suspectez alors, quoi? C'est selon les couleurs politiques des uns et des autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je pense que c'est relativement subjectif de la part de certains fonctionnaires dans des bureaux. Je vais vous donner un exemple récent que nous venons de vivre. On a co-construit tout un projet de réaménagement d'un square, donc avec plus de place pour les modes de transport alternatifs, plus d'arbres, des bancs, îlots de fraîcheur, tout ce que vous voulez. En respectant bien entendu toutes les règles régionales, on n'est pas fou. On a été rejeté parce qu'on allait, mais justement de façon subjective, parce que ce n'était pas encore assez de places de stationnement en moins, par exemple, alors que on respectait le nombre de places de stationnement qu'il fallait supprimer, parce que ce n'était pas encore assez verdurisé, alors que nous avions déjà énormément verdurisé. On a l'impression qu'il y a de la subjectivité de la part de certaines personnes. Je ne veux pas dire que c'est généralisé. Olivier Deleuze, vous avez aussi les mêmes problèmes pour les réaménagements de permis qui prennent du temps? C'est difficile. Il faut bien souvent respirer du ventre et faire home, parce que ça dure longtemps et c'est difficile, oui. Bon, ça met du temps. Parce que parfois les réponses qu'on vous donne, c'est difficile à les comprendre aussi? C'est-à-dire que c'est long, c'est compliqué, c'est un fouillis, c'est un espèce de petit tunnel Léonard par ici et petit tunnel Léonard par là. Oui. Vanessa Lullier, vous voulez intervenir? Oui, mais alors, pour vous, il y a deux choses. C'est aussi les distensions qu'il y avait dans votre majorité, par exemple pour la place Kem. On peut rappeler quand même que vous vouliez en faire un piétonnier complet. Finalement, ce n'est pas le cas parce qu'il a fallu jongler avec votre partenaire Emer. Et pour Sophie Devos, moi j'avais une question. À quand une vraie place communale à Oderghem? Ah, c'est une très bonne question aussi. Mais donc peut-être qu'effectivement, avec le PAD Herman de Brood, nous aurons une place communale sur le site Redefco. Ça, c'est une possibilité. Oui. Mais quand on voit le temps que prennent les PAD... c'est pas pour demain la veille, non. Ouais. Mais parce qu'effectivement, notre place communale est une place privée. Et qui est un échec avec un couloir avant pas possible, qui n'est absolument pas verdurisé. Pour le coup, elle ne respecte absolument pas les principes de la région. On va davantage à verduriser, ça c'est prévu. Mais donc nous allons investir sur cette place privée pour... Alors on va quand même demander à Olivier Deleuze de répondre sur la place Kem. Est-ce que, je sais que vous êtes le dernier sur cette liste communale, mais qu'est-ce que ça va devenir dans les 6 ans à venir, vous croyez, cette place Kem? Inauguration le 14 septembre. Après un parcours... Presque un mois avant les élections. Oui, c'est justesse. Après un parcours de combattants d'une dizaine d'années, et s'il ne neige pas d'ici là, c'est terminé fin juin, on met les derniers ajustements et mi-septembre, on l'inaugure. Donc voilà, au moins, voilà une réponse. Non, mais c'est possible, hein, j'habite à côté, on va être honnête, donc je vois bien l'avancement des travaux, ça a mis beaucoup de temps, mais ça a quand même commencé en juillet de l'année dernière. Et c'est très compliqué pour les commerçants et aussi en termes de sécurité. Vous avez déjà mis les caméras de surveillance? Oui, nous avons une caméra de surveillance Place Kem, oui. On en a mis une. Et on l'a rallongée pour 6 mois, donc elle est partie jusqu'à fin 2024. Donc elle est temporaire pendant 6 mois, c'est ça? Elle est temporaire pendant 6 mois. C'est bien ça que vous aviez dit. Vous acceptiez des caméras temporaires, mais pas permanentes. Exactement. Ouais. Puis on verra, la personne qui vous succédera, elle décidera évidemment. Absolument. Est-ce qu'il y a déjà une idée précise de vos majorités de demain? Est-ce qu'au niveau d'écolo, est-ce qu'on a déjà choisi avec qui on comptait travailler? Alors certainement pas. Et n'oublions pas que d'ici les communales, il y a les régionales. Hein. Et vous savez que les régionales, c'est un peu la bouteille à encre. Mais en quoi ça influence le résultat des communales? Parce qu'on va voir... Les régionales, c'est un espèce de sondage en direct et grandeur nature. Hein. Donc on va un peu voir tout ce qui va se passer au régional et tout. Donc nous, mais quelle influence sur les communales? Oui, la réalité communale est parfois très éloignée des régions. On voit les majorités qui sont en place. Ça dépend des personnes aussi. Non, c'est vrai. Les réalités sociologiques d'une commune ne sont pas la moyenne de ce qui se passe à la région. Mais ça peut, je veux dire, mettre un grand capharnaüm qui va peut-être influencer les élections régionales. Hein, je n'en sais rien. Moi, sur l'influence qu'on voit à Uccle, il y a une majorité MR écolo qui n'a pas toujours peut-être bien vécu. Mais moi, le lien direct, exactement, le lien direct, je ne le vois pas toujours, personnellement. Mais donc, il n'y a pas de préaccord, contrairement à ce qui se passe à Uccle, hein, parce que là, on en a parlé. Il n'y a pas de préaccord chez vous. Et chez vous, Sophie Devos? Ce sera la voie des urnes. Oui, la voie des urnes est en général assez favorable à Défi, à Oderghem. Oui. Donc vous espérez que ça continuera? J'espère conserver la majorité absolue, je ne vais pas vous le cacher. Voilà. Comme ça,
pas besoin de discuter avec Pas besoin d'autres. de discuter. Trop facile. Mais pas de préaccord. Pas de préaccord, effectivement. Mais c'est important de le signifier. De toute façon, ici, Olivier Deleuze le dit bien, il sera le dernier sur la liste. Donc je suppose que ce n'est pas lui qui mènera les négociations. Ah ben non. Ce sera Tristan Roberti. Ah ben oui, ce sera Tristan Roberti. Effectivement, c'est lui le chef de file. Alors, on va passer à notre sujet suivant et on va rester dans les compétences des bourgmestres. C'est bien de vous avoir tous les deux pour parler de cette décision d'Émir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse, qui avait voulu interdire une conférence réunissant des leaders de l'extrême droite, de la droite ultra-conservatrice, de la droite nationaliste ou même de la droite chrétienne pour certains. Une décision qui n'a pas été soutenue par le Conseil d'État. Reportage Vanessa Lullier et Marjorie Félinger. C'est tout sourire que sont arrivés les députés conservateurs et d'extrême droite européens et l'homme du Brexit, Nigel Farage, au Claridge. Leur réunion peut avoir lieu. Tous attendent la tête d'affiche, le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Pourtant, mardi, le Congrès n'a pas pu se tenir. Émir Kir avait interdit la réunion par crainte des troubles à l'ordre public. Ce mercredi matin, c'est sur X qu'il s'est exprimé. Être bourgmestre, c'est être garant de la sécurité publique. Mon arrêté d'interdiction de cette manifestation s'est basé sur une analyse de l'OCAM. La justice a tranché. L'événement est maintenu aujourd'hui. Le Conseil d'État a finalement cassé l'arrêté de police du bourgmestre de Saint-Josse, interdisant la tenue de ce rassemblement. Une victoire, en somme, pour les partis extrémistes. Tout ça n'était que prétexte. En vérité, ce bourgmestre ne voulait pas que nous intervenions et que nous parlions. À 11h, Viktor Orban prend la parole devant un auditoire conquis et une presse venue en nombre. Pour certains, le bourgmestre de Saint-Josse a commis une erreur. Pour un bourgmestre, que ce soit à Saint-Josse ou ailleurs, il faut de très bonnes raisons. En fait, il faut des vraies menaces d'ordre public, contre l'ordre public. La liberté de réunion doit rester le principe et l'interdiction l'exception. Or, de ce qu'on sait, il n'y avait pas vraiment de menaces suffisantes, en tout cas, pour justifier une interdiction. Le Conseil d'État privilégie toujours la liberté d'expression. La décision d'Émir Kir a finalement mis en lumière cet événement. Alors, je vais commencer par vous, Sophie De Vos. Et à la place d'Émir Kir, est-ce que vous auriez aussi essayé d'interdire cette conférence ? Non, je pense qu'on est assez... il y a une certaine unanimité derrière le fait qu'il n'y avait pas de problème à l'ordre public et que donc il est allé un petit peu au-delà de ses compétences là en la matière. Par contre, effectivement, il y a des principes constitutionnels de liberté d'expression, de liberté de réunion qu'il a bafoué. Et donc, c'est une erreur, oui. C'est pas bon pour, de nouveau, la réputation d'un homme politique. C'est pas bon d'utiliser ses compétences à mauvais escient. Après, c'est vrai que c'est compliqué comme sujet. C'est un peu le paradoxe de la démocratie. La démocratie permet à des personnes qui sont des adversaires, à des personnes dont on n'aime pas les idées, donc même les idées sont antidémocratiques, mais la démocratie permet à ces personnes de se réunir et de s'exprimer. Olivier Deleuze, là-dessus, vous êtes sur la même longueur d'onde que Sophie De Vos ? Oui. La force de la démocratie, c'est de permettre à ses ennemis de s'exprimer parce qu'on n'a même pas peur, en fait. Et les interdire, c'est donner le signe qu'on en a peur et puis leur faire de la publicité. Très mauvaise idée. Mais il y a quand même une manière d'interdire qui est quand il y a un problème d'ordre public. Et c'est ça qu'avançait Émir Kir. Il disait qu'il y a un risque de contre-manifestation. Et on a vu effectivement qu'il y avait quelques personnes devant le local. Je suis d'accord. Et alors notre responsabilité, c'est la proportionnalité. Il faut que les mesures, c'est pas toujours facile, hein. Il faut que les mesures que nous prenions soient proportionnelles au problème. Et il ne faut pas tuer une mouche avec un marteau, hein. Parce que ça, c'est pas bien pour la démocratie, en fait. Alors, il y a quand même, Vanessa Lullier, vous qui étiez sur place, il y a quand même deux erreurs. C'est que, à la fois, le texte de l'ordonnance du bourgmestre est arrivé très tardivement. La réunion avait déjà commencé. Et puis, en plus, on peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de problématique, au point que la police elle-même a dit qu'il n'y a pas de raison d'interdire. Non, en fait, c'est vrai que la réunion avait commencé le mardi, donc à 8h du matin. L'interdiction est arrivée à midi. Donc, en fait, les gens qui étaient à l'intérieur ont pu rester à l'intérieur et écouter les discours qui étaient faits, alors que les gens qui étaient arrivés en retard n'ont pas pu, eux, venir, et notamment Éric Zemmour, qu'on voit maintenant à l'écran. Mais il y a participé le lendemain. Il y a participé le lendemain, mais c'est vrai que le mardi, il y a juste eu finalement cette petite manifestation des opposants il y avait combien de personnes au fascisme. Alors là, il faudrait demander à Jean-Christophe Peuzès, mais je crois qu'ils étaient à peu près une vingtaine simplement sur place. Mais nous, quand on est arrivé mercredi matin,
il y avait simplement des barrières nadar et il n'y avait même pas de policiers devant le Claridge. 3 policiers sont arrivés au moment de l'arrivée de Nigel Farage et ils sont restés pour Viktor Orban. Et après, ils sont partis. Il ne se passait absolument rien. Et même le groupe d'opposants ont signalé sur Telegram qu'ils ne feraient pas de manifestation. Et ils étaient également opposés de toute façon à la décision qu'Emir Kir a prise. Alors Romuald Lamorté, Emir Kir a dit aussi, parce que le problème c'est qu'il ne s'est pas exprimé devant notre caméra par exemple. Il a fait quelques communiqués et rien d'autre. Mais il a dit, déjà à Bruxelles, c'est-à-dire au Concert Noble, et puis à Etterbeek, à l'hôtel Sofitel, ça avait déjà été interdit. Donc finalement, je suis que le 3e. Bon, déjà, il y a un problème de ces responsables politiques qui, tout évident, ne savent pas s'exprimer à la presse, mais savent s'exprimer sur Twitter, qu'on sait faire l'un, on sait faire l'autre. Et ensuite, de deux... Là, pour moi, il a commis une faute très claire. C'était pas un événement dehors qui pouvait susciter des émeutes. C'était dans un hôtel, un endroit privé. Mais là où je peux entendre ce qu'il dit, c'est effectivement qu'il y a eu des pressions politiques sur 2 lieux pour qu'on n'accueille pas ces personnes-là et que lui, peut-être qu'il a eu d'interdiction. Oui, mais il y a eu quelque chose peut-être un peu plus insidieux, alors que là, lui, il a pris une mesure peut-être un peu plus radicale et qui en fait est tombée finalement, qui a fait plouf, et il s'est peut-être un peu plus exposé. On sait très bien que dans les 2 autres salles, il y a eu des coups de fil pour bien faire comprendre de ne pas les accueillir, et je peux comprendre les raisons qui ont amené à ça, mais d'autres ont joué aussi un rôle un peu plus dans l'ombre. Ouais. Et alors ici, dans ce cas-ci, est-ce qu'on peut dire, Sophie De Vos, Olivier Deleuze, qu'il peut aussi y avoir une volonté de montrer que on est fort contre des ultra-conservateurs, contre des fascistes. Est-ce que c'est une manière aussi peut-être un peu électoraliste de se montrer, Olivier Deleuze ? Alors, interdire de s'exprimer à des gens qui sont contre la liberté d'expression, c'est un paradoxe. Il ne faut pas commencer avec ça, parce que vous vous arrêtez où après ? Viktor Orban, c'est pas mon ami, mais il est quand même chef d'État d'un État de l'Union européenne. On ne va quand même pas interdire à un chef d'État de l'Union européenne de s'exprimer. On s'arrête où là ? C'est dingue un truc pareil. S'il vient au Rouge Cloître demain, Viktor Orban, qu'est-ce que vous faites, Sophie De Vos ? Écoutez, il vient au Rouge Cloître demain et puis c'est tout. Et il s'exprimera au Rouge Cloître. Mais là, effectivement, c'est raté sur toute la ligne. Si c'était pour, comme vous dites, montrer qu'on est fort, il a juste fait de la pub, comme vous le disiez, comme tu le disais, à Zemmour. Et lui, il a été un petit peu ridiculisé. Très bien, voilà. Emir Kir, la prochaine fois, on vous attend ici sur ce plateau ou ailleurs pour pouvoir expliquer votre point de vue. On va passer à présent à nos coups de cœur. Et Romuald, c'est vous qui commencez avec une pièce de théâtre. Oui, tout à fait. Une pièce de théâtre qui s'appelle Isaac 2034, qui est réalisée par une troupe qui fête déjà ses 10 ans. C'est les Capricieux. Il y a d'ailleurs des journalistes dedans, une ancienne que vous avez bien connue ici, Jean-Jacques Elisabeth Grootars, et qui, l'ensemble des montants, des fonds seront donnés à une association pour aider des personnes malades. C'est le 25, 26 et 27 avril au Théâtre Saint-Pierre à Uccle. Je trouvais que c'était une bonne initiative à mettre en valeur, et surtout parce que je suis fan de théâtre également. Très bien, donc voilà, une pièce de théâtre pour la semaine prochaine. Et vous, Vanessa, d'habitude, vous parlez toujours de théâtre, mais ici, vous allez parler d'une stand-upeuse. Oui, je parle aussi de stand-up de temps en temps, Jean-Jacques. Donc là, moi, je vous emmène, vous la connaissez bien à BX1, puisque c'est Lola Destienne. Elle venait faire notamment des petites doses d'humour dans la matinale. On l'a découverte comme ça. Et donc, elle fait son premier spectacle en entier au Petit Kings. C'est ce lundi. à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, voilà. Et donc, c'est à 19 ou 21h. J'ai un petit doute maintenant. C'est dans la soirée. C'est rue Maurice. Et il faut réserver ses places parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Oui, c'est tout petit et donc il faut mieux y aller. Et vous pourrez dire, j'ai été la voir et j'y étais. Voilà. Parce que je pense qu'elle devienne une très très grande star. Tout à fait. Voilà. Alors, de mon côté, je voulais vous parler d'une bande dessinée réaliste d'Olivier Grenson. Alors, ça s'appelle Le Partage des mondes, et ça se passe pendant le Blitz. Et là aussi, il y a un Isaac, puisque c'est le héros, c'est un vieux monsieur, qui recueille une petite fille qui s'appelle Mary, et qui, elle, ne trouve plus sa maman, parce qu'elle revenait de la province en dehors de Londres, et elle n'a pas retrouvé à la gare sa maman. Et donc, c'est un peu leur histoire à tous les deux, dans le métro, se protégeant des bombes. Ça fait un peu penser à la situation en Ukraine, il y a des parallèles. Et donc, c'est un très bon album, Le Partage des mondes, donc, et c'est paru aux éditions, je ne vais pas me tromper, du Lombard. Et de votre côté,
Sophie Devos, vous nous avez déjà parlé du parcours d'artiste, mais il n'y a peut-être pas que le parcours d'artiste à faire. Non, il y a une super expo au Centre d'art de Rouge-Cloître. On est toujours sur Rouge-Cloître, mais on est à l'intérieur cette fois-ci, qui est une expo de Barra, le papa de Max l'Explorateur. Et c'est une expo qui n'a jamais été montrée au public. Ce sont des aquarelles et des peintures qu'il a réalisées à la fin de sa vie, qui n'ont absolument encore jamais été Donc c'est pas Max l'Explorateur. On verra pas les BD de Max l'Explorateur. Non, on verra des aquarelles avec Max dedans et des peintures sans Max. Voilà. Ouais. Et donc c'est Barra et c'est donc au Rouge-Cloître. C'est Barra prend le large. C'est ça. Et donc vous allez voir l'expo et après vous sortez et vous avez le parcours d'art contemporain en plein air. Ouais, parfait. Et vous, Olivier Deleuze, un conseil à faire à Boisfort peut-être? À Boisfort et à part le marché du dimanche. Bien entendu, bien entendu. À Boisfort et dans la forêt de Soignes, c'est les jacinthes et les anémones maintenant. Donc c'est fini dans quelques jours. Donc le week-end prochain, c'est full jacinthes et anémones, c'est bleu et blanc, c'est merveilleux. Allez dans la forêt, elles sont là. Dans une semaine, elles sont plus là. Et où peut-on vous entendre jouer du saxophone dans les semaines à venir? Ah, bah alors, le 18 mai, nous lançons notre prochain disque. Mais je ne sais plus où en fait. Dans un café à Bruxelles. Oui, mais c'est quel Dans groupe? un café à Bruxelles. Groupe? Crew du Belge. Mais je ne sais plus où. Et c'est certainement pas sold out parce que l'entrée est gratuite. Bon, voilà, très bien. Mais il suffit, à mon avis, de chercher sur Facebook et on trouvera certainement le nom de ce café. Merci pour cette annonce. On vous écoutera jouer du piano quelque part, Sophie Devos? Pas tout de suite. Pas ce week-end. Voilà, pas ce week-end en tout cas. Eh bien, merci en tout cas à tous nos invités, les experts, les invités politiques. Merci à vous. La semaine prochaine, c'est Vanessa ici présente qui présentera l'émission À ma place. Donc, bon week-end à tous.